éditions de l'écrou produisent des vidéos avec leurs poètes et on peut souvent se demander s'il s'agit uniquement d'une bande-annonce pour promouvoir le livre ou bien si ce n'est pas aussi une œuvre. Il s'agira d'envisager qu'on passe du paratexte à l'œuvre en soi. En effet, à la manière de Philip Alexander, pour qui le document photographique ou vidéographique est en soi une performance, il s'agira de se questionner à savoir si les vidéos promotionnelles de l'écrou ne seraient pas des œuvres en elles-mêmes. Ou si la vidéo devient le vecteur d'une performance de soi, d'une construction identitaire qui participe de l'œuvre. À partir de quelques exemples, il s'agira de voir en quoi la performance vidéo des poètes peut s'envisager comme une piste de lecture, comme un interprétant sémiotique, au sens peircien, de l'œuvre poétique. La vidéo chez l'écrou existe d'abord comme paratexte éditorial, c'est-à-dire comme volonté de l'éditeur de mettre en valeur le livre publié, mais aussi comme paratexte octorial, puisqu'il s'agit d'une posture des poètes et d'une continuité de leur pratique créative. La poésie actuelle dépasse largement le cadre traditionnel et institutionnel du livre. Le livre, donc, comme figure hégémonique de la poésie, perd de sa centralité. Il peut sembler paradoxal que ce soit une maison d'édition publiant des livres qui rend possible cette situation. Certes, le rôle primordial d'une maison d'édition demeure celui de vendre des livres. Cependant, on pourrait reprendre ici la formule de Julien Delmaire, « La poésie est une forme d'état d'être au monde ». Dans cette perspective, on ouvre la poésie à beaucoup plus de choses que le simple texte dans un livre. Même en restant tout de même près de la poésie comme ce qu'on pourrait appeler un art du langage, on pourrait considérer la poésie vécue à travers le corps et la parole, mais aussi sa diffusion de diverses manières via le spectacle, la performance, le web ou la vidéo. On peut déjà supposer que l'usage de la vidéo chez l'écrou, bien qu'elle participe de l'économie du livre, contribue à une forme de poésie comme manière d'être au monde. C'est d'ailleurs pertinent de noter que le paradigme de l'art d'attitude, qui existe dans le champ de la performance artistique, rejoint ce qu'on peut appeler la performance de soi. Je pense ici à Ben Vautier et son texte intitulé « Sur l'art d'attitude », en particulier aux deux phrases suivantes, que je cite. « L'art d'attitude existe lorsque chez l'artiste, dans son œuvre, l'attitude envers l'art, la vie, prend le pas sur le produit esthétique. L'art d'attitude a des matériaux qui lui sont propres, la vie, l'angoisse, la gloire, l'ego, l'art lui-même. » La réflexion sur l'ontologie de l'art ayant été fortement ébranlée au XXe siècle, on préférera, à l'instar de Genette et de Goodman, envisager que c'est l'usage qui détermine ce qui est de l'art, plutôt que d'espérer trouver une définition ontologique de la nature intrinsèque des œuvres artistiques ou littéraires. C'est d'ailleurs un principe de base de l'assémio-pragmatique. Un signe signifie quelque chose d'autre, d'un certain point de vue, pour quelqu'un. Ainsi, une œuvre sera une œuvre parce qu'elle est considérée comme telle par quelqu'un. Avec les vidéos de bande-annonce de livres produites par l'écrou, il y aurait plusieurs interprétants possibles, dont au moins deux principaux. Premièrement, ensemble de signes qui pointent vers le livre. Mais aussi, deuxièmement, ensemble de signes qui racontent quelque chose, qui occupent déjà une fonction poétique, au sens du schéma de Jacobson. Bien sûr, ces deux interprétants peuvent coexister, ils ne sont pas mutuellement exclusifs. Ainsi, c'est l'usage du deuxième interprétant qui permet d'affirmer que la vidéo bande-annonce est aussi parfois peut-être une œuvre de vidéo-poésie. Puisque je suis en train de considérer ces vidéos comme des œuvres, je contribue, de manière performative, à leur induire un caractère artistique, à en faire des œuvres de vidéo-poésie. Ensuite, on pourrait évidemment classer ces vidéopoèmes en deux catégories, les vidéopoèmes à proprement parler et les vidéopoèmes impliquant la performance, qui seraient donc deux types différents. Dans la bande-annonce du livre Shenley d'Alexandre Dosti, on retrouve clairement l'idée que la vidéo sert de piste de lecture au livre. D'abord, le texte de présentation que la maison d'édition a placé sous la vidéo sur YouTube l'indique bien. Je cite un extrait de ce texte. « Pour donner une idée de l'ambiance de Shenley, de sa foire agricole puis de son monde, entre le déluge et la tire de poney, le retour des vieux amis disparus et la célébration des nouvelles amitiés, les 18 cannes de bud par jour pour la santé, l'odeur des cheveux puis de la cantine, pour le pit, Cécile et Gérard, Shenley, tu vas être dur à oublier. » Fin de la citation. De plus, au lieu de donner à voir et à entendre la lecture du poète,
Cette vidéo se construit plutôt comme un court film qu'on pourrait presque confondre avec un vidéoclip, considérant que les images sont complètement séparées du son d'origine et qu'il y a simplement une musique qui est plaquée par-dessus les images. Évidemment, le choix de la pièce de Cowes évoquant la trame sonore du film Midnight Cowboy ajoute à la symbolique que souhaite mettre de l'avant l'auteur et sa maison d'édition. En effet, l'imaginaire du cowboy qui s'en va en ville et la vie de galère qu'on retrouve dans le film Midnight Cowboy font partie de manière connotative de la piste de lecture qui est mise de l'avant avec la bande-annonce. La vidéo, assurément, fait partie de la poétique de l'œuvre livresque et elle permet de voir et d'entendre, d'une certaine façon, la représentation du monde que le livre nous offre. Dans cet exemple, la vidéo sert de paratexte publicitaire, mais on ne pourrait pas vraiment la considérer comme une œuvre de vidéopoésie. En effet, l'œuvre poétique n'y est pas du tout présente. On y trouve plutôt un ensemble de signes visuels et sonores qui s'inscrivent dans l'imaginaire rural du livre qu'on cherche à publiciser. Il existe cependant, je vous montre d'autres images, il existe cependant une autre version de cette vidéo, beaucoup plus courte, dans laquelle, sur les mêmes images, Dusty fait la lecture de son recueil en voix off. Cette version courte de Shanley Teaser, faisant cohabiter les images de la Beauce et la lecture du poète, permet cette fois d'y voir un caractère vidéopoétique. Les vidéos de Maude Veilleux viennent relier ces deux pratiques artistiques, soit l'art performance et la poésie. Prenons au premier exemple la vidéo promotionnelle pour son recueil Les choses de l'amour amer. À l'instar de la plupart des vidéos de l'écrou, on assiste à une sorte de mise en scène cinématographique. Veilleux joue donc son propre rôle de poète, en train de chercher un titre devant son ordinateur. On sent bien que le personnage n'est pas à prendre au premier degré, puisque Veilleux, dans son rôle de poète sérieuse, esquisse tout de même un léger sourire au moment d'ajouter les mots « à marde » à la fin de son titre. Cette distance avec le personnage indique en quelque sorte la nature du jeu théâtral ou cinématographique, à savoir une certaine facticité du rôle, mais aussi le caractère ludique, la mise en scène de soi. Puis la vidéo montre aussi des extraits d'une performance de Veilleux en duo avec Whitney Lafleur. Ces extraits viennent ponctuer le montage de la vidéo, traçant un parallèle entre la pratique performancielle et la pratique littéraire. On voit divers moments de la performance. Lafleur porte une cagoule sur sa tête et elle écrit au gros crayon feutre noir sur le mur. Puis elle trace le contour de son corps avec une canette de peinture. Ensuite, les deux femmes se nourrissent mutuellement et Veilleux fait une lecture de son recueil. Il y a en somme deux types d'images dans la vidéo. Des images plutôt documentaires de la performance en duo et celle d'une mise en scène qui serait spécifique pour la caméra. Pour son autre livre, Last Call des Murennes, la bande-annonce prend une toute autre forme. Il s'agit d'un seul plan séquence fixe et Maude Veilleux se trouve au centre de l'écran. En voix hors champ, elle récite un extrait de son recueil, tandis qu'à l'écran, on la voit effectuer une performance qui consiste à se dévêtir sur un balcon. Au loin, on aperçoit le fameux panneau Farin Five Roses, ainsi que les vestiges de l'époque industrielle de Montréal. Dans ce cas-ci, la performance occupe clairement une place centrale dans la vidéo. La parole poétique et l'action de la performance se côtoient, formant un ensemble sémiotique dont la poéticité repose sur une performance de soi, sur une mise en scène ou à tout le moins une monstration de l'intimité. Que ce soit avec Les choses de l'amour amer ou avec Last Call des Murennes, l'art de la performance sert de complément à la poésie de Veilleux. La performance sert de contrepoids énonciatif, comme si l'action et la parole, dans des registres complètement différents, contribuaient ensemble à énoncer une manière d'être, une manière d'agir dans le monde contemporain. La performance artistique joue sur une prise de risque, sur une mise à nu du sujet non pas uniquement au sens littéral, mais surtout au sens figuré. Le paradigme de l'authenticité qui est, comme on le sait, fondamental dans l'histoire de la performance, vient appuyer cette imbrication de la vie et de la poésie dans une pratique comme celle-là. La contrainte de lire en mangeant, dans la vidéo pour Les choses de l'amour amarde, laisse supposer que la performance permet à la fois de se moquer des codes sociaux, mais aussi de déconstruire le rapport trop sérieux qu'on peut avoir à l'égard de l'œuvre poétique. Les vidéos s'inscrivent dans une logique de la poésie qui va bien au-delà du livre. On pourrait dire une poésie de l'existence. Contrairement à la vidéo sans parole, chez Dusty, ces deux vidéos sont, me semble-t-il, des œuvres de vidéopoésie. De plus, pour Last Call des Murennes, on peut dire qu'il s'agit aussi d'une performance vidéo, c'est-à-dire une performance réalisée spécifiquement pour la caméra. Bien que leur diffusion s'inscrive dans une campagne de promotion des livres, leur forme se tient en elle-même comme objet poétique.
Ces vidéopoèmes, donc, deviennent clairement des interprétants, des sortes de clés interprétatives pour aborder les livres de Veilleux. Je prends un autre exemple, la bande-annonce pour Tungsten de Bill de J.F. Nadeau. À la fois comédien et poète, l'auteur joue son propre rôle de poète dans la vidéo. Au tout début, Nadeau dit d'ailleurs, je cite, « Salut, je m'appelle Jean-François Nadeau. Je joue J.F. Nadeau, le poète qui s'apprête à sortir son premier recueil. Il est bien content, il est humble, il est confiant. » Fin de la citation. On voit donc ici à l'écran les deux versions de J.F. Nadeau, le personnage et Nadeau se jouant lui-même. Il y a à la fois le jeu de l'auteur et c'est lui de l'auteur comme personnage. Bien sûr, dans les deux cas, Nadeau est en représentation, donc on peut dire qu'il joue au sens théâtral du terme, mais usant de ce métadiscours sur le personnage qu'il incarne en jouant son propre rôle, Nadeau vient mettre en évidence la distinction entre l'auteur et le comédien. De plus, le recours au procédé métadiscursif vient ramener à l'avant-plan la distinction complexe entre le sujet-individu et le sujet-personnage. Vous l'avez sûrement vu venir, mais il m'apparaît inévitable d'évoquer ici la formule bien connue d'Arthur Rimbaud, datée de 1871, qui va comme suit « Car je est un autre », formulant ainsi le paradoxe du rapport entre le soi comme individualité et le soi comme altérité. Se connaît-on soi-même, peut-on se demander, ne sommes-nous pas un personnage? Dans la vidéo, tout en noir et blanc, Nadeau, le personnage poète, récite des extraits du recueil Tungsten de Bill. À partir de 1 minute 18 secondes, la voix se retrouve complètement en hors-champ, tandis que des images d'éléments urbains apparaissent et se succèdent. Lavoto, église, arbre, voiture, etc. Le montage extrêmement serré fait se superposer légèrement les mots du texte, mettant en évidence le médium vidéographique, ce qui a pour conséquence d'accentuer le rythme. Puis l'écran devient noir avec les mots « Soyez prêts » en majuscule. Tandis qu'une autre voix, au ton clairement publicitaire, annonce, je vais essayer de l'imiter, « Le recueil choral de l'année, Tungsten de Bill de J.F. Nadeau, bientôt disponible dans un libraire près de chez vous. » Le titre du recueil et le nom de l'auteur apparaissent ensuite à l'écran. Puis la vidéo se termine sur une dernière réplique de Nadeau, le personnage poète. Si la forme de la vidéo est clairement publicitaire, reprenant certains clichés du genre, il y a tout de même une présence de la poésie qui, grâce aux éléments du langage vidéographique et du langage cinématographique, donne à la vidéo une forme qui lui est propre. On peut dire que c'est un vidéopoème dans lequel, par ironie, l'aspect publicitaire est détourné à des fins créatives, tout en étant simultanément utilisé pour lui-même, à savoir dans une véritable perspective promotionnelle. La vidéo de Nadeau peut donc s'envisager comme un objet poétique en lui-même, bien qu'elle participe de l'interprétance du livre, comme elle a le mandat de le faire connaître. Pour certains recueils, les éditions L'Écrou réalisent plus d'une vidéo pour un même livre. Dans le cas du recueil Volière de Frédéric Dumont, 3 vidéos existent. La première s'intitule Volière vidéo de promotion, mise en ligne le 1er septembre 2012. La deuxième, Volière bande-annonce, qui servait à promouvoir le lancement du livre. Et finalement, une troisième qui s'intitule Volière Hochelag, qui fut mise en ligne le 27 juillet 2013, soit presque un an plus tard. Dans la première vidéo, Dumont est derrière une table. On comprend que ses éditeurs tentent de le convaincre de lire ses poèmes devant la caméra. Mais celui-ci refuse, prétextant qu'il n'est pas capable. Cette mise en scène d'une posture du refus fait en sorte que le seul extrait de poème qui sera présent dans toute la vidéo est celui dont l'un des éditeurs, Jean-Sébastien Larouche, lira pour montrer à Dumont que ce n'est pas si difficile à faire. Si le jeu de la mise en scène est tout de même un peu humoristique, il est difficile de considérer cette vidéo comme un vidéopoème. En revanche, la forme de la bande-annonce fonctionne tout à fait pour donner une couleur au livre, pour mettre de l'avant un imaginaire du refus ou du retrait du monde. Bref, on indique une posture de poète qui serait celle de Dumont. Ici, le refus de lire n'est pas, à proprement parler, un refus de la performance, mais bien au contraire, me semble-t-il, une performance du refus. Il s'agit d'un geste symboliquement chargé qui n'est évidemment pas sans rappeler Bartleby, le fameux personnage de Melville, qui répète toujours « I would prefer not to ». Dans la deuxième vidéo, soit la bande-annonce pour le lancement du livre, c'est complètement différent de la première. Dumont y fait d'ailleurs la lecture de plusieurs extraits, ce qui montre qu'il est bien capable. La vidéo se compose d'une multitude d'images différentes,
dont un oiseau sur une cage, une main qui coupe un oignon, une coquille d'œuf vide sur une table, Dumont dans le métro ou en train de fumer une cigarette, un chien dans une voiture, un dessin de mouton, la lune, des bières, une pièce de 10 cents, quelqu'un qui met des vêtements sur la corde à linge, Dumont avec des goélands au parc La Fontaine, une coccinelle, des chats, une mouche, etc. Les éléments semblent disparates, mais ce sont des petits détails qui se retrouvent pour la plupart dans le recueil de Dumont. Au début de la vidéo, Carl Bessette, qu'on voit ici en haut dans la première image, déclame une phrase de Molière, qui est celle-ci. « C'est un fait, la fée des étoiles ne connaît rien aux Perséides. » Puis dans un extrait du texte que lit Dumont, il est question d'un enfant et d'un policier. Je vous lis un extrait. « À chaque coup de feu que tirera le policier, l'enfant tombera en amour et le policier retombera en enfance et l'enfance tombera à terre. » Si la première vidéo propose une sorte de refus ou d'incapacité d'agir, cette deuxième vidéo offre plutôt un jeu entre le langage verbal et visuel. De plus, le langage visuel propre à cette vidéo-ci, à savoir le fait d'illustrer le contenu du livre avec des images filmées, en fait une sorte d'hybride entre un livre illustré et un vidéopoème. D'ailleurs, le fait que le recueil lui-même contient des illustrations montre bien qu'il s'agit d'une œuvre poétique où l'image littéraire appelle déjà l'image visuelle. C'est dans Molière-Hochelag, la troisième vidéo de Dumont, qu'on retrouve le plus de lectures d'extraits du livre. Dumont lit en voix hors champ, tandis que défilent des images de Hochelaga Maisonneuve. Certains symboles évoqués dans le texte sont filmés, mais beaucoup moins systématiquement que dans la deuxième vidéo. On y voit des policiers, un dépanneur, mais aussi Dumont qui déambule près du stade olympique ou dans les rues. Cette vidéo nous plonge davantage dans l'esprit du quartier via une sorte de déambulation de Dumont. Étonnamment, on pourrait croire que les trois vidéos forment une sorte de série vidéo-poétique, qui commencerait avec la performance du refus, continue avec une vidéo du genre livre illustré sous forme de vidéopoème, pour finir sur un vidéopoème qui est une sorte de chronique sur la vie d'un poète dans Hochelaga. J'ai commencé en vous proposant de considérer, dans une perspective sémio-pragmatique, que l'usage fait l'œuvre, et donc qu'il faut au moins une personne qui, d'un certain point de vue, considère qu'un signe est une œuvre pour qu'elle en soit une. Évidemment, cette conception de l'œuvre ne sera que celle de cette personne-là, à moins que d'autres gens adoptent la même interprétation. C'est pourquoi, bien que je me sois avancé à dire que certaines des vidéos de l'écrou que j'ai abordées sont des vidéopoèmes, cela reste extrêmement discutable. Finalement, ça dépend peut-être surtout de notre volonté de croire au principe de Marcel Duchamp qui dit que ce sont les regardeurs qui font les tableaux. Merci.